Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat avec 4 nouveaux sénateurs. Vous le savez, la Haute Assemblée a été profondément renouvelée la semaine dernière. Aujourd'hui, Gérard Larcher a été réélu président du Sénat. Une actualité sénatoriale qui nous donnera donc l'occasion de mieux connaître ces nouveaux visages, de savoir dans quelle direction ils veulent mener leur mandat et de les interroger aussi sur les sujets d'actualité. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Le match des idées, il opposera ce soir Caroline Michel, journaliste à l'Obs, à Pierre Dumazeau, journaliste politique à Valeurs Actuelles. Nous reviendrons sur l'actualité politique des dernières 48 heures, la création d'un groupe type Les Constructifs au Sénat, la polémique autour de l'ISF qui gagne aussi les rangs d'En Marche. Tout cela peut-il compliquer le travail de l'exécutif? Nous en débattrons sur ce plateau. L'entretien du jour, nous recevons ce soir Benoît Pellistrandi, historien, spécialiste de l'Espagne. Au lendemain des violences liées au référendum, les Catalans n'ont pas l'intention de relâcher la pression sur Madrid. Un appel à la grève générale a été lancé pour demain. Le pays est-il dans une impasse? Pourquoi la situation a-t-elle à ce point dégénéré? Nous poserons toutes ces questions à notre invité. Mais avant de développer tous ces sujets, retour sur la terrible actualité de ce lundi. Cette fusillade à Las Vegas dont le bilan n'a cessé d'évoluer tout au long de la journée. Au moins 58 morts, plusieurs centaines de blessés. On a longtemps cru à une fusillade de masse d'un tireur isolé, comme les États-Unis peuvent en connaître ces dernières décennies. Sauf que ce soir, Daesh a revendiqué l'attaque. Le tireur en question serait l'un des soldats du groupe État islamique. On va rester très prudent. Donald Trump a réagi tout à l'heure. C'est un acte qui représente le mal absolu. Le FBI et le département de la sécurité intérieure travaillent étroitement avec les autorités locales pour aider les enquêteurs et ils feront le point sur l'avancée de l'enquête. Et avec nous sur ce plateau, pour tenter d'y voir plus clair ce soir, Antoine Bazbouz, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politologue et directeur de l'Observatoire des pays arabes. On a tous été un petit peu surpris ce soir de voir Daesh revendiquer cette attaque, d'autant plus que le FBI a fait savoir que lui n'arrivait pas à établir de lien avec une organisation terroriste. Est-ce que cette revendication du groupe État islamique est crédible selon vous? Écoutez, pour l'instant, on est dans l'interrogation légitime. Pour crédibiliser, il faut ou bien que Amaq, l'agence de Daesh, donne des preuves d'allégeance, des échanges entre le tueur et le groupe de l'État islamique, ou encore que le FBI épulche les communications, les réseaux sociaux, les télégrammes, oui, ou des vidéos, du tireur pour savoir s'il a fait allégeance, s'il était en communication, en relation avec Daesh et s'il a reçu des instructions ou promis d'agir pour le compte de Daesh. La semaine dernière, rappelons-le, Baghdadi, le chef du groupe État islamique, eh bien, il est réapparu, il a diffusé une vidéo dans laquelle il appelait ses partisans à travers le monde à agir. Ceci pourquoi? Parce que sur le terrain, l'assise territoriale de Daesh en Syrie et en Irak est en perte de vitesse. Ils ont perdu du territoire. Ils cherchent à compenser cette perte territoriale par une action médiatique qui englobe la planète. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils sont plus dangereux aujourd'hui qu'avant? La dangerosité provient de deux choses. D'abord, la capacité d'agir, de donner des instructions depuis la base syro-irakienne. Cette capacité, me semble-t-il, est anéantie à l'heure actuelle. Ils ne sont plus en mesure d'organiser l'envoi de commandos en Europe comme ils l'avaient fait en 2015. En revanche, les adeptes de l'idéologie de Daesh, qui sont parmi nous, qui sont dans les villes et les banlieues, eh bien ceux-là peuvent toujours agir, même si Daesh devait perdre son assise territoriale. Alors, cette affaire de Las Vegas interroge aussi par le profil du tireur, si toutefois il fait bien partie de Daesh, un homme de 64 ans, a priori converti à l'islam il y a quelques mois, c'est ce que déclare Daesh. Jusqu'ici, les terroristes étaient plutôt des trentenaires, c'est un profil qui vous étonne, ça veut dire que Daesh élargit le nombre de ses soldats? La première surprise, c'est l'âge du tireur, l'âge de l'assassin. 64 ans, on est quand même plutôt tourné vers l'avenir, vers la paix et non pas vers la tuerie de masse. Deuxième chose, converti à l'islam à cet âge-là, est-ce que c'est vrai? Je l'ignore.
Est-ce qu'il suffit de se convertir à l'islam pour devenir djihadiste et soldat de Daesh et prêt à tirer sur une foule de 22 000 personnes à l'aveugle? Autre question tout à fait légitime, mais à laquelle je n'ai pas de réponse. Et je précise évidemment que c'est Daesh qui affirme que cet homme de 64 ans est bien l'un de ses soldats. Est-ce que ça peut aussi considérablement changer le travail des policiers, des renseignements, des enquêteurs? Ça veut dire que maintenant tout le monde est suspect, y compris des personnes de plus de 60 ans? Écoutez, on n'a pas encore inventé la machine à sonder les intentions, les cœurs et les reins. Donc aucune police ne peut le savoir à l'avance. S'il n'y a pas de signaux évidents, eh bien la police peut enregistrer, écouter, surveiller, surveiller aussi, mais il n'y aura pas de résultat. Le problème, c'est que cet homme disposait d'une dizaine d'armes. Et là, il y a un problème américain, c'est-à-dire comment peut-on se procurer autant d'armes et se déplacer avec autant d'armes, les stocker dans un grand hôtel au pied duquel se réunissent 22 000 personnes. Donc ce sont des questions qui se posent au-delà du terrorisme, qui se posent aux Américains, à l'administration américaine. Comment peut-on disposer d'autant d'armes, de munitions autour, à proximité d'un rassemblement comme celui-là? Et Daesh qui a également revendiqué l'attaque de Marseille hier, qui a tué 2 jeunes femmes de 20 et 21 ans. Là aussi, vous y voyez peut-être une revendication opportuniste? Je l'ignore. Les enquêteurs français devraient nous le dire bientôt. Cela dit, Daesh est à l'affût parce qu'il est aux abois. Sur le terrain, sur le terrain, il est à l'affût d'opportunités pour dire voilà, sont nos soldats, c'est à l'appel, à l'invitation, à l'incitation d'Al-Baghdadi que ces gens, ces soldats éparpillés à travers le monde ont agi, ont répondu favorablement à l'appel de Baghdadi. Merci beaucoup Antoine Basbous pour votre éclairage ce soir dans OVPL. Je rappelle que vous êtes politologue, directeur de l'Observatoire des pays arabes. On en vient maintenant à l'actualité sénatoriale. Je vous en parlais il y a un instant. Sans surprise, c'est Gérard Larcher qui a été réélu ce lundi. Vous l'avez d'ailleurs vécu en direct sur notre antenne, notamment avec Delphine Girard. Le sénateur des Yvelines part donc pour un 3e mandat. Fera-t-il de la Haute Assemblée une instance de contre-pouvoir à Emmanuel Macron? Nous en discuterons dans un instant. D'abord ce point de Jérôme Bonnard. Très applaudi, Gérard Larcher est donc élu une 3e fois président de la Haute Assemblée. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont accordé très largement leur confiance dans leur diversité. Le Sénat devra incarner par sa composition l'équilibre territorial et la diversité qui cimentent une nation. Quelques heures avant le vote, son ancien adversaire aux précédentes élections il y a 3 ans, Jean-Pierre Raffarin, voyait d'ailleurs en lui un homme incontournable dans le nouveau paysage politique français. Et je pense que Gérard Larcher va pouvoir avoir un rôle particulier dans les instances de la République. Il va être le plus expérimenté du dispositif. Donc il va avoir la sagesse qu'il convient pour cette situation. Gérard Larcher, l'insubmersible. Beaucoup lui trouvent aujourd'hui de l'empathie, que ce soit de l'opposition la plus à gauche jusqu'aux représentants du gouvernement. C'est aussi un homme qui respecte l'institution ici au Sénat et qui écoute, en tout cas, dans les propositions qu'ont à faire les groupes. Je crois que maintenant vient le temps du travail. Je ne doute pas que la sagesse du Sénat lui permette d'apprécier l'effort du gouvernement, le respect et la proposition de confiance avec les collectivités locales. À 68 ans, Gérard Larcher, le champion du compromis, élu pour la première fois en 1986, a su asseoir sa domination du haut du plateau du Palais du Luxembourg, dont il connaît toutes les arcanes et les subtilités. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau 4 nouveaux sénateurs. Donc bonsoir à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Laure Darcos, sénatrice Les Républicains de l'Essonne. Emmanuel Capus, sénateur République et Territoire du Maine-et-Loire. J'explique pour nos téléspectateurs, République et Territoire, c'est a priori donc le groupe des constructifs au Sénat. Les indépendants, on va y revenir dans un instant. Fabien Gay, sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, merci d'avoir accepté notre invitation. Et Éric Kerrouche, sénateur PS des Landes, merci infiniment. D'abord, peut-être vos premières impressions. Vous avez assisté à cette élection, vous avez vous-même voté. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Laure Darcos? Beaucoup d'émotions dans cet hémicycle, le poids des responsabilités. Et pour ma part, beaucoup de bonheur me retrouver dans cette vaste majorité.
avec un Gérard Larcher qui a été formidable dans le dernier mandat. Pour lequel vous avez voté, évidemment. Et qui nous a soutenus pendant toute la campagne. Nous avons parlé de lui systématiquement à chacune de nos réunions avec les grands électeurs. Donc on est complètement en phase avec son discours. Emmanuel Capus ? Beaucoup d'humilité. On arrive dans une maison qui a vraiment une vraie expérience, beaucoup de sagesse. Moi, c'est mon premier jour, effectivement, en tant que sénateur. Donc vraiment de l'humilité et du respect pour ceux qui ont fait cette maison et qui y sont encore pour certains et qui nous ont accueillis, je crois, avec beaucoup de chaleur aussi, beaucoup de sympathie, quels que soient les bords politiques. Donc on sent vraiment que c'est une maison où il y a du travail et où on est bien accueilli. Fabien Gay, alors j'imagine que vous n'avez pas voté pour Gérard Larcher ? Non, j'ai voté pour Éliane Assassi, Absolument. notre présidente du groupe qui a fait 15 mois. Non, ému aussi. L'humilité, je m'y retrouve totalement. Moi, je suis fils d'ouvrier. Mes parents m'ont envoyé un texto tout à l'heure et j'étais très ému de voir leur garçon à 33 ans rentrer au Sénat et puis déterminé avec le groupe communiste à être une force d'opposition. Nous serons la seule dans cet hémicycle, force d'opposition pour défendre nos territoires, nos collectivités, nos services publics. Donc voilà, c'est plein de sentiments entremêlés, mais dès demain, déjà au travail. Et je crois savoir que vous êtes toujours directeur de la fête de l'UMA. Directeur de la fête de l'humanité. Vous avez déjà un remplaçant ou... On va y travailler tranquillement. Éric Kerrouche, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous aussi ? On rentre tout simplement dans l'histoire du parlementarisme, dans une de ces institutions. C'est une institution importante, c'est une institution d'équilibre pour la République et donc forcément d'être assis en vrai sur le siège, ça fait forcément quelque chose. Effectivement, je pense qu'on a tous un sentiment collectif d'humilité parce que voilà, c'est aussi une tâche à remplir et j'espère à bien remplir. Et avant d'être sénateur, vous étiez prof à Sciences Po, c'est ça ? Je suis directeur de recherche au CNRS, tout à fait. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Alors, on a beaucoup parlé de la personnalité de Gérard Larcher, un homme de compromis, un homme de consensus. Cet après-midi, il a pris la parole, puisqu'il a aussi une autre facette, plus offensive, Gérard Larcher. On a beaucoup parlé de son expression contre-pouvoir. Il a bien répété cet après-midi un contre-pouvoir, pas un anti-pouvoir. Et puis, il a aussi appelé à cesser d'opposer l'ancien monde et le nouveau monde. Écoutez. La force du Sénat est de savoir résister aussi aux artifices temporaires de communication, aux effets de mode qui parfois caricaturent le passé, idéalisent le présent et feraient croire qu'on passe soit de l'ombre à la lumière, soit de l'ancien monde au nouveau monde. Laure Darcos, est-ce qu'il n'a pas un petit peu adouci son discours par rapport à il y a une semaine, Gérard Larcher, où il semblait vouloir s'opposer presque frontalement à Emmanuel Macron. Là, soudain, c'est plus contre-pouvoir, ni anti-pouvoir, ni ancien monde, ni nouveau monde. Non, je pense qu'il parle, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs dans son discours. On est dans un bicamérisme et il se retrouve ce soir président de l'ensemble des sénateurs. Et en fait, il sait pertinemment qu'on se retrouvera d'ailleurs tous et toutes. Vous parliez tout à l'heure de défendre les élus locaux, défendre les services publics. Je pense que ce qui est aussi passionnant dans cette Chambre, c'est qu'au fond, on est tous des porte-parole et des défenseurs des élus locaux, et donc de nos citoyens. Et on n'est pas en fait dans cette politique spectacle qu'on a l'habitude de voir. Ni dans ces postures politiques dont il a parlé d'ailleurs. Que l'on voit à l'Assemblée nationale. Et donc je pense que ce soir, il avait ce discours rassembleur de se dire on va travailler en cohésion avec l'ensemble des groupes pour l'intérêt général. Et je pense, je l'ai vu à l'œuvre depuis des années, et je sais que sur certains textes, on y arrivera et qu'on transcendra complètement les groupes dans l'intérêt en fait du territoire, surtout vis-à-vis de cette tentation de recentralisation du pouvoir par le président et son gouvernement. Ça vous parle à tous, ce discours rassembleur de Gérard Larcher ? Fabien Gay, ça vous parle ? Non, mais moi, je tiens d'abord à saluer Gérard Larcher, son élection de façon républicaine. C'est vrai que c'est un homme de rassemblement. Mais sur le fond, sur les idées ? Non, mais sur les idées, on verra, parce que globalement, moi j'entends ce que vous dites, et vous avez raison, c'est que quand on peut se retrouver sur l'intérêt général, on pourra compter sur l'ensemble des parlementaires. Mais après, il ne faut pas rêver. On fait ici extrêmement de la politique. Et on va avoir des groupes qui, globalement, vont nous demander où c'est qu'on veut placer l'échelle de l'austérité. Est-ce qu'il faut aller encore plus à droite ? Est-ce qu'il faut restreindre encore les collectivités territoriales ? Est-ce qu'il faut baiser les APL de 5 ou de 20 ou 40 euros ? Donc vous tenez à votre rôle de garde-fou, quoi. Non, mais globalement, on va avoir un certain nombre de groupes qui vont se retrouver et qui vont nous dire c'est là qu'il faut placer l'austérité, c'est là ou un peu plus à droite ou un peu plus à gauche. Et puis, il y aura un groupe communiste
qui, lui, défendra une autre vision des choses, une autre répartition des richesses. Il faudra aussi que nous soyons assez à l'offensive sur un certain nombre de questions, et on défendra les collectivités territoriales. Moi, pendant la campagne, tout le monde défendait les collectivités territoriales. Tout le monde disait, nous, on sera les meilleurs défenseurs des collectivités territoriales. Et puis quand on regardait ce qu'ils avaient voté durant le dernier mandat, ben, ils ont voté aussi pour la réduction des crédits. Et donc, globalement, j'entends ce discours-là, mais il ne faut pas rêver. Ici, on fera de la politique et on pourra compter sur le groupe communiste pour, lui, toujours défendre ses valeurs, et les collectivités, les élus de terrain et évidemment les services publics. Alors depuis une semaine, la question d'un groupe Les Constructifs au Sénat donnait lieu à de nombreuses spéculations. Finalement, il a vu le jour. C'est Claude Malhuret qui l'a annoncé en début d'après-midi. Il fallait 10 sénateurs, c'est tout juste le cas, mais c'est chose faite. C'est un groupe qui insiste sur le thème de la responsabilité et de la proposition. Le problème pour nous n'est pas tellement majorité ou opposition, c'est responsabilité et proposition. Responsabilité parce que nous souhaitons que la France réussisse. Lorsque le gouvernement proposera des choses qui vont dans le bon sens, il n'y a aucune raison de s'y opposer et nous voterons. Lorsque le gouvernement proposera des choses qui ne nous paraissent pas aller dans le bon sens, nous montrerons notre opposition. Donc nous ne sommes ni suivistes ni en opposition systématique. Emmanuel Capus, vous faites partie de ce groupe République et Territoire, ce groupe Les Constructifs au Sénat. On a du mal à savoir ce qui vous distingue réellement du groupe La République En Marche. Alors d'abord sur le nom, c'est bien République et Territoire, les indépendants. Les indépendants. Donc on tient à ce nom qui démarque bien, qui démontre bien notre indépendance d'esprit. Ce qui sera très différent, effectivement, c'est que nous, on sera ni dans la majorité présidentielle, ni dans l'opposition. On essaie de se mettre en dehors de ces clivages, on essaie de se mettre effectivement au-dessus, au service de ce que vous disiez tout à l'heure sur Gérard Larcher, du rassemblement le plus large. Et je pense qu'il y a la place, dans les 6 années qui viennent, à des rassemblements au-delà des différentes étiquettes politiques, des rassemblements de propositions pour faire avancer le pays au-delà des étiquettes. Ça, c'est le but qu'on s'est fixé. Et c'est la démarche que nous avons engagée. Alors, ça ne veut pas dire... Moi, je ne connais pas les autres groupes, je n'ai pas siégé dans un autre groupe. Je ne peux pas vous dire ce qui sera différent. Il y a une chose qui sera très clairement différente, c'est la liberté de vote pour chacun. Moi, j'étais tête de liste LR Constructif avec l'investiture En Marche. Donc il est vrai que moi j'aurai un regard très particulier sur le fait de soutenir les réformes proposées par le gouvernement qui me sembleront aller dans le bon sens. Ça ne veut pas dire que sur l'ensemble des propositions qui nous seront faites, on n'aura pas un regard vigilant, et je sais que mes collègues, qui n'ont pas nécessairement le même parcours que moi, seront peut-être encore plus vigilants que moi. Moi, l'avantage, effectivement, qu'on a, c'est qu'on aura une liberté totale de vote. Donc on aura une façon très indépendante de démontrer notre particularisme. Vous dites cela pour les autres, Éric Kerrouche, qu'est-ce que vous répondez à cela? Votre vote est indépendant, vous aussi? Non, moi je suis du Parti Socialiste, donc de gauche, et moi je ne crois pas à l'extrême centre. Je ne pense pas qu'il y a toujours une lecture qui est une lecture politique. Il y a une lecture de droite et il y a une lecture de gauche. Elles sont sans doute respectables toutes les deux, mais elles existent. Et je ne pense pas qu'il y a une espèce de grand dessin technicien où tout le monde aurait les mêmes valeurs et on ferait des choix. On pourrait se rejoindre sur certains points, c'est ça l'idée. C'est pas sur tout. Non, mais qu'on puisse se rejoindre très ponctuellement sur certains points, oui, peut-être. Néanmoins, par exemple, sur le budget tel qu'il est présenté, voilà, on ne se rejoindra pas pour que les choses soient claires. Parce que c'est un budget, pour moi, qui est marqué de façon extrêmement libérale, d'une façon libérale d'ailleurs presque désuète par rapport à ce qui se fait ailleurs en Europe. Donc voilà, sur ce point-là... Donc pour être précis sur votre ligne, vous ne faites pas partie des socialistes Macron compatibles, si j'entends bien. Je pense que vous l'avez bien compris. Je pense que vous l'avez extrêmement bien compris. Parce qu'il faut bien le rappeler, il y a plusieurs lignes aussi du côté des socialistes. Il y a qu'il y ait différentes lignes. Bon, les lignes se sont déjà éclaircies parce qu'il y a des choix individuels qui ont déjà été faits et qui sont sans doute respectables, mais ils ont été faits. Donc voilà, je pense qu'il faut simplement avancer avec ce que nous sommes. Et donc effectivement, en saluant bien sûr l'élection de Gérard Larcher, parce que c'est le président de tous les sénateurs de façon républicaine, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Néanmoins, on est dans l'opposition sénatoriale et moi j'attends de voir justement si les propos qui ont été tenus eh bien, se confirmeront dans l'action.
Laure Darcos, on a vraiment le sentiment que cette question du budget qui a été présentée la semaine dernière et cette question notamment de la suppression de l'ISF va vraiment marquer les clivages politiques qui avaient, semble-t-il, un petit peu disparu ces derniers mois. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ça revient au cœur du sujet. Mais je veux dire, même au-delà de l'ISF, je pense, on a entendu en fait, au-delà de nos élus locaux, les habitants, notamment sur la hausse de la CSG pour certains. Vous serez peut-être surpris, d'ailleurs, du coup, d'avoir peut-être des oppositions au gouvernement, autres que simplement sur des bancs, entre guillemets, socialistes ou communistes, enfin, qui, soi-disant, répondent, voilà, ils défendent. Vous disent Mais honnêtement, bon, en même temps, si c'était si simple, bien évidemment, on l'aurait fait avant. On a des déficits publics abyssales et il faut bien, malheureusement, faire des coupes et c'est jamais très simple. Mais je vous suis par exemple sur la suppression brutale des emplois aidés cet été, alors qu'il y a encore 3 ans, l'ancien gouvernement passait son temps à supplier tout maire d'en prendre 3 ou 4. Et aujourd'hui, on se demande comment faire sans eux. D'ailleurs, je salue du coup nos élus des territoires d'outre-mer qui finalement ont permis que ça ne soit pas non plus le cas de suppression ferme dans l'éducation nationale. Et c'est en refusant, ne pouvant pas faire la rentrée scolaire fin août, qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas drastiquement retirer ces emplois aidés. Donc sur certains sujets, il faut faire des efforts et donc c'est jamais très simple. Mais je pense en effet qu'il faut quand même regarder. On nous a parlé d'un musée des horreurs, soi-disant à Bercy, où il y a des tiroirs, où c'est très simple de pouvoir supprimer comme ça des centaines de millions d'euros à la clé. Bon, de quoi parlez-vous? Non, mais vous n'êtes pas au courant. Non, mais à Bercy, depuis des années, plusieurs décennies, vous avez en effet des gens à Bercy qui ont des solutions mais drastiques de faire des économies, mais qui ne sont pas forcément, en effet, des propositions populaires. Alors après, il faut avoir un vrai courage politique d'affronter, de pouvoir être obligé, malheureusement, d'en faire. Il faut qu'elles soient, bien évidemment, les moins douloureuses possibles, mais en tout cas, peut-être les moins difficiles pour le public et les personnes qui en souffrent le plus. Voilà. Donc, c'est pas facile, mais ces emplois aidés, notamment, c'est vrai que ça a été compliqué. En tout cas, de manière aussi brutale. L'un des premiers textes majeurs sur lesquels vous allez être consulté, c'est la loi antiterroriste qui doit mettre fin à l'état d'urgence à la fin du mois. Malheureusement, l'actualité nous rappelle tous les jours la menace qui pèse. Samia Ghali, cet après-midi, s'est exprimée sur l'attaque de Marseille et elle se prononce pour une opération Sentinelle prolongée et même renforcée. Moi, je suis pour que l'opération Sentinelle continue, qu'on ne l'arrête pas et qu'on l'intensifie sur ces endroits comme les gares et notamment sur la gare Saint-Charles qui en a bien besoin. Alors j'explique pour nos téléspectateurs le chemin emprunté par le projet de loi. Demain, l'Assemblée va procéder à un vote solennel sur l'ensemble du texte. Une fois voté par les députés, ce projet de loi sera soumis à une commission mixte paritaire Assemblée-Sénat. Vous allez donc être d'une certaine manière consultés. Comment vous, sénateurs, vous allez essayer de peser sur ce texte, Emmanuel Capus? Moi, je crois qu'on vit dans un monde qui est un monde d'insécurité. On l'a revu encore ce matin avec les attentats à Las Vegas. Donc on ne peut pas continuer à fonctionner avec le logiciel du passé. On ne peut pas non plus continuer à vivre en état d'urgence permanent. Donc sur le principe de durcir la loi générale, la loi de droit commun, pour tenir compte de cette nouvelle réalité, moi, je ne vois pas d'opposition à ce principe-là. J'y suis même favorable. Sauf que c'est une manière d'intégrer l'état d'urgence dans les textes. C'est une manière d'intégrer des mesures plus dures dans le droit commun. Fabien, j'en ai conscience. Fabien Gay? Non, moi j'ai tout d'abord une pensée pour les victimes et leurs familles, celle de Marseille, celle de Las Vegas et celle de tous les jours. Et il faut toujours rappeler que le terrorisme frappe tout d'abord le Proche et le Moyen-Orient chaque jour. Donc c'est vrai que nous vivons un monde en crise depuis maintenant plusieurs années. Le groupe communiste et moi, ma vision de voir, je crois qu'il faut d'abord qu'on fasse un peu un état des lieux, parce que des lois antiterroristes, on en a voté plusieurs, là, depuis plusieurs années. Je ne crois pas que c'est en prolongeant non plus l'état d'urgence indéfiniment qu'on résoudra cette crise. Donc que cet état d'urgence, on y mette fin, vous êtes d'accord? Cette crise profonde. Et ce projet de loi qui est en route? Cette crise profonde, je crois qu'il faut qu'on s'attaque à la racine du mal.
maintenant. Qui est Qui est les famines, les misères, les guerres partout dans le monde, et d'abord au Proche et Moyen-Orient, qui sont le terreau de ce terrorisme qui maintenant frappe aux quatre coins du monde, qui peut frapper tous les jours. Personne d'entre nous peut dire qu'on sera à 100% en sécurité, personne ne peut le dire. Mais c'est vrai qu'il faut être évidemment très dur et très fort, et frapper très fort, et en même temps, dans le même mouvement, s'attaquer profondément à la racine du mal. Sinon, je dirais, on peut continuer à prolonger l'état d'urgence indéfiniment si on ne s'attaque pas à la racine du mal qui, de l'autre côté de la Méditerranée ou partout dans le monde, on continue à avoir de la misère, de la guerre. J'ai envie de dire, ce que nous faisons là et que prolonger l'état d'urgence ne servira finalement à rien. Alors, ce que nous dit Samir Ghali, c'est très précis, c'est un renforcement de Sentinelle. Éric Kerrouche, quel est votre point de vue? Et comment vous comptez peser sur le projet de loi? En commission mixte paritaire, encore faut-il y être. Mais là, on rentre typiquement dans la découverte de notre rôle de législateur, où là, il y a un vrai changement, de nature. Là, on traite de sujets qui, pour tous les Français, sont désormais déterminants. Et la question, c'est comment on maintient notre état de droit dans des conditions qui sont exceptionnelles. Quelle atteinte aux libertés publiques on accepte dans un moment où, justement, on a tous envie, et les Français les premiers, de plus de protection, et ça se comprend très bien, parce que le principe du terrorisme, c'est qu'il est aveugle, et comment on peut rendre ça compatible avec notre tradition démocratique? Mais est-ce que ce sont des questions sur lesquelles vous avez déjà travaillé, auxquelles vous avez réfléchi, puisque maintenant votre rôle change, vous allez faire partie de ceux qui vont décider des textes et les contrôler? Par définition, nous n'aurons pas tous ensemble travailler sur tous les sujets sur lesquels nous allons légiférer. Et c'est le rôle, justement, typiquement, de l'élu. C'est d'être en situation de se prononcer avec son expérience, avec son histoire. Et c'est ce que nous devons faire collectivement. Ça implique aussi, accessoirement, de travailler pour comprendre le fond de l'ensemble de ces dossiers. Et je pense que c'est le rôle d'un sénateur. Et là, sur ce point-là, quand même, depuis 2015, il y a déjà eu 4 fois un durcissement de la loi. Donc vous envoyez des limites? Il faut plus de protection, mais en même temps, on peut se poser la question du mode législatif, parce que manifestement, ce n'est pas suffisant, même si ça reste nécessaire. Laure Darcos. Oui, moi je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais quand vous dites qu'en effet, on ne va pas forcément traiter tous les sujets, j'imagine que comme moi, alors peut-être pas dans les Landes, même si on n'est pas à l'abri quand on est dans notre beau territoire de l'Aquitaine, mais je pense que chez nous, en Seine-Saint-Denis ou en Essonne, nous, on a beaucoup d'élus locaux qui nous ont posé la question pendant la campagne des sénatoriales. Et ils veulent être mis un peu au cœur du système. On les a complètement oubliés. En fait, honnêtement... avec les élus locaux? Les élus locaux, les maires. Parce qu'au fond, tout est fait au ministère de l'Intérieur, avec tous les staffs nationaux. Tout depuis Paris? Tout depuis Paris. Si on acceptait, alors je ne sais pas encore par quels moyens, législatifs ou autres, mais que les élus locaux, les maires, puissent être quand même mis dans la boucle avec leur police municipale et de proximité, qui du coup sont en leur contact. Connaissance du terrain et leur connaissance des habitants. Exactement. Et qui sont en relation également avec l'éducation nationale. On sait qu'aujourd'hui, nous, on fait un travail formidable avec l'éducation nationale pour des veilles en fait sur la radicalisation des plus jeunes. Honnêtement, tout ce maillage est fait sur le plan départemental et ils ont l'impression d'être laissés pour compte, alors qu'en fait, ils se sentent saisis de ce problème qui touche tous leurs concitoyens. Et honnêtement, il y a, à mon avis, sûrement un système à trouver pour qu'en effet, ils puissent, sans mettre en péril la CNIL, les problèmes de défense des données personnelles, qu'ils puissent être un garant, en fait, d'une certaine manière, de notre protection en les remettant dans la boucle. Emmanuel Capus, c'est une idée qui vous parle. Après tout, vous représentez ces grands électeurs qui ont voté pour vous, ces élus locaux, et impliquer ces élus locaux dans un processus de protection des Français. Vous jugez cette idée comment? Moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'on implique de plus en plus les élus locaux, il n'y a pas de problème là-dessus. En revanche, je pense qu'il ne faut pas exagérer non plus l'inquiétude des élus qui existe, qui est réelle, mais une grande majorité des élus ont tout à fait conscience aussi de la nécessité de réformer le pays et ne sont pas du tout des freins à la réforme. Il y a des inquiétudes, c'est vrai, mais il ne faut pas dire que les élus locaux sont hostiles à toute réforme. Non.
Fabien Gay. Je sais pas ce que tu dis. Vous voyez, on a déjà un débat de fond. Parce que depuis plusieurs années, les politiques d'austérité ont conduit à ce qu'on réduise drastiquement les effectifs, notamment de police, les effectifs de gendarmerie, mais aussi les effectifs de recherche. Et donc, moi, je vois dans ma commune de Blanc-Ménil, on a mené des luttes pour que le commissariat ait 18 policiers de plus. Parce que, y compris dans nos territoires, mais partout, parce que, y compris dans les Landes, sur l'ensemble du territoire, on a besoin de plus de police nationale, de plus de gendarmerie, de plus de moyens d'action, justement, pour surveiller ces fameux fichiers S, pour lutter contre le terrorisme, de plus de juges d'instruction. Et donc, vous voyez, on est déjà dans un débat politique de fond. Cette austérité, tout à l'heure, vous le disiez, il faut se serrer la ceinture, mais à un moment donné, quand on est face au réel, là, ça veut dire quoi, l'austérité? Ça veut dire moins de policiers, ça veut dire moins d'instituteurs, ça veut dire moins d'infirmiers, d'infirmières dans nos hôpitaux. Donc, moi, je ne suis pas contre la police municipale, mais ça ne peut pas se substituer au travail de la police et de la gendarmerie. Donc, il faut plus de police et de gendarmerie. Tout le monde n'en a pas en plus. Et tout le monde n'en a pas parce que tout le monde n'a pas les moyens de les avoir, parce que dans le même temps, on serre la ceinture aux collectivités territoriales. Et donc, ça veut dire qu'on a des territoires très riches qui peuvent mettre la sécurité pour toutes et tous, et on a des territoires abandonnés de la République qui n'ont pas les moyens d'assurer la sécurité d'abord des concitoyens, des concitoyennes, mais aussi des élus. Et donc, vous voyez... Quand je vous entends parler, j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte de rupture, de fracture entre ces collectivités territoriales et cet exécutif, ce grand pari qui semble tout gérer. Vous le ressentez aussi, Éric Kerrouche? Alors, écoutez, c'est en tout cas la tendance qui se dessine, et particulièrement avec ce gouvernement. Enfin, je veux dire, je ne vais pas faire il n'y a pas, encore une fois, de procès d'intention à avoir, mais c'est vrai que le renouvellement qui a eu lieu à l'Assemblée nationale a fait que c'est pas que les députés qui ont été élus ne soient pas représentatifs, ils sont représentatifs différemment des majorités précédentes, même quand elles étaient pléthoriques. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une rupture avec les territoires. Beaucoup n'ont pas cette expérience des territoires, et encore une fois, c'est respectable. Et tous les textes qui vont nous concerner nécessitent à minima, justement, la vision du Sénat où il y a une connaissance de ces collectivités. Mais oui, il y a un grand fantasme centralisateur en France. On s'en est jamais débarrassé, alors qu'une partie de la solution vient des territoires. C'est une solution, les territoires, ce n'est pas un problème. Et on a tendance à considérer désormais que c'est un problème. Et c'est une belle conclusion à ce débat. On aura l'occasion d'y revenir sur ce plateau. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation sur Public Sénat. Dans un instant, place au match des idées. Il va opposer Caroline Michel à Pierre Dumazeau. Dans plusieurs sphères, on voit naître des dissidences. Les fameux constructifs au Sénat, des fissures chez La République En Marche ou encore des divisions chez Force Ouvrière. Tout cela peut-il rendre la tâche plus compliquée pour Emmanuel Macron? On va en discuter dans un instant, juste après une courte pause. Mercredi, Public Sénat crée l'événement en délocalisant son antenne à Strasbourg. Territoire d'info, Europe Hebdo, On va plus loin, 3 rendez-vous pour découvrir les enjeux de la capitale alsacienne, devenue capitale européenne. À découvrir également un documentaire sur le quartier allemand de la Neustadt et les expéditions culinaires de Perico Légas avec la sénatrice Fabienne Keller. Un jour à Strasbourg, mercredi dès 7h30 et toute la journée sur Public Sénat. Depuis l'automne 2015, la Birmanie a confié son destin à Aung San Suu Kyi, icône mondiale de la résistance à l'oppression. Sur ses épaules repose désormais l'immense espoir de tout un peuple. Mais les généraux n'ont pas pour autant renoncé au pouvoir. Et la démocratie naissante reste fragile. Au cœur de ce changement, les 500 000 moines bouddhistes du pays jouent un rôle décisif. En fait, nous sommes un peu les tuteurs du peuple. Notre organisme s'appelle l'Union des moines bouddhistes patriotiques. Nous avons créé cet organisme afin d'empêcher les musulmans d'envahir notre territoire et de nous dominer avec leur religion. Birmanie, le pouvoir des moines, samedi à 23h30 sur Public Sénat.
De retour dans On va plus loin, place au match des idées. Avec nous sur ce plateau, Caroline Michel, bonsoir. Vous êtes journaliste au service enquête de l'Obs. Pierre Dumazeau, journaliste politique à Valeurs Actuelles. D'abord, la création de ce groupe Les Constructifs, j'en ai parlé dans la première partie de cette émission. République et territoire, les indépendants, c'est donc au Sénat. C'était juste, hein, ils sont tout juste 10 sénateurs, c'est ce qu'il faut pour créer un groupe. On a quand même du mal à les différencier de la République En Marche. Ils se disent indépendants, mais on a du mal à savoir s'ils vont vraiment prendre une direction différente du groupe majoritaire. Pierre Dumazeau. Oui, c'est vrai que c'est un peu flou, comme en ce moment, de toute façon, même à l'Assemblée, on est un peu dans le flou entre les constructifs, la République En Marche, ceux qui sont UDI, Modem. Bon, on peut les ranger dans un espèce de centre dilué, disons, avec des sensibilités différentes. Ça va être intéressant de suivre dans les prochaines semaines et dans les prochains mois ce que ce groupe au nom allongé va faire au Sénat. Effectivement, est-ce qu'ils vont suivre Emmanuel Macron, ce qui, à mon avis, va être le cas, parce on sent bien que c'est un peu une indépendance de façade, tout ça, ou est-ce qu'ils vont vraiment être indépendants? Pour être très honnête, je pense pas. Voilà. Caroline Michel. On est dans un effet de domino qu'on suit ensemble depuis des mois, depuis avant l'élection présidentielle, de recomposition petit à petit du paysage politique. La gauche est la partie, le pan de la vie politique qui s'est le plus écroulé et pas encore recomposé. On voit bien que la droite tient et en même temps on a toute une nuance, une palette de couleurs, de pas du tout d'accord, un petit peu d'accord, à de d'accord sous conditions. Je le dis pour nos téléspectateurs, Fabienne Keller, qui faisait partie pourtant des sénatrices voulant appartenir à un groupe, les constructifs LR, constructifs au Sénat, finalement ne fait pas partie de ce groupe. Ce que je retiens, qui est quand même extrêmement impressionnant, c'est le fait que chaque homme politique, y compris au Sénat, alors qu'on a dit et redit à juste titre que l'ancien monde, les anciens partis, par le biais des élus locaux, avaient exprimé le fait que tout n'avait pas tant changé que ça. Ce que je retiens, c'est cette nécessité qu'a chaque homme politique élu aujourd'hui à devoir se positionner par rapport à Emmanuel Macron. Oui, c'est ça. Et ça montre bien à quel point le positionnement choisi par Macron, qui est ni plus ni moins qu'une coalition, comme Angela Merkel l'a fait, pas pour ce mandat-là, mais le mandat précédent, qui était la partie gauche de la droite et droite de la gauche. Il fait la même chose, sauf qu'il l'a imposé du dessus, alors qu'en Allemagne, c'est plutôt le système politique qui impose le compromis. Macron l'a imposé du dessus et oblige chacun à se positionner. Par rapport à lui et non plus par rapport à une idéologie. C'est sa propre idéologie. Et c'est assez frappant de voir comment cette vision politique s'est imposée, malgré les institutions, à l'ensemble du paysage français, sauf élus locaux pour l'instant, qui d'ailleurs... Alors il y a une grogne politique, il y a quand même une grogne politique à signaler, elle est en cours et cette fois cela se passe au sein des députés La République En Marche. Tout est parti d'une interview vendredi dernier de Joël Giraud au Parisien. Pour lui, il y a des choses à revoir sur le projet de loi de finances 2018. Les yachts, je le cite, les yachts, les jets privés, les chevaux de course, les voitures de luxe ou encore les lingots d'or ne sont plus pris en compte dans le nouvel impôt sur la fortune immobilière. Ce n'est pas possible. Un yacht, c'est m'as-tu vu, ce n'est pas productif pour l'économie. En coulisses, on sent qu'il y a une grogne qui monte au sein même de La République En Marche. Pierre Dumazeau. Oui, et cette grogne, elle n'est pas tout à fait nouvelle. Elle commence à s'exprimer publiquement parce que je pense que les députés aussi En Marche, qui étaient avant novices depuis juin, commencent à comprendre le fonctionnement et à comprendre aussi le système un petit peu médiatique, comment ça marche pour exprimer cette grogne. Donc, Là encore, aucune surprise. On ne pouvait pas s'attendre à 300 députés qui marchent tous au pas de loi derrière Emmanuel Macron ou Richard Ferrand, s'il a décidé enfin de prendre son groupe en main. Mais c'est sûr que cette grogne allait arriver de toute façon, parce que quand... sur un groupe de 300 personnes, même si on est d'accord avec Emmanuel Macron et cette idéologie En Marche, encore difficile à définir, eh bien, il y a quand même des gens qui ont une sensibilité. Ces gens-là viennent avec leur histoire personnelle. Le chef d'entreprise n'aura pas sur l'ISF la même sensibilité que la personne, l'agriculteur ou le boucher charcutier, etc. Donc cette grogne, elle est normale. Est-ce qu'elle va s'exprimer de là à faire une scission? C'est la question qui peut se poser. En tout cas,
cas, je pense qu'avant scission, Richard Ferrand devra en tout cas serrer les boulons et bien donner entre guillemets des ordres. Il y a déjà eu cet été 2 recadrages quand même, dont un d'Emmanuel Macron lui-même, où il a dit aux députés en gros arrêtez un petit peu de faire des bêtises et de donner des voix dissonantes. Vous êtes là pour travailler. Donc, mais vous parlez de scission, effectivement, il y a 10 jours déjà, dans l'opinion, Brigitte Bourguignon, ex-socialiste passée sous les couleurs La République En Marche, disait « La majorité ne tiendra pas 5 ans. Au fur et à mesure que l'on va entrer dans les vrais débats politiques, on va perdre des députés qui jugeront que la majorité penche soit trop à droite, soit trop à gauche. » C'est un problème de ligne politique ? C'est exactement ce que j'allais vous dire. On est passé aux choses sérieuses. Jusqu'à présent, même si des choses ont été faites, c'était des choses plutôt consensuelles. Difficile d'être contre la transparence de la vie politique, le durcissement de la loi antiterroriste. Chaque jour qui passe nous rappelle combien notre situation est délicate. Il n'y avait pas grand-chose. Les ordonnances, même si c'était compliqué, je dirais que la bataille avait déjà eu lieu pendant le précédent quinquennat. Ça restait néanmoins un texte assez technique. Là, avec la loi de finances, on est allé, bim, dans le dur direct. 4,5 milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches tout de suite. Nous avons publié un chiffre cette semaine qui m'est resté, dans l'Obs qui m'est resté. 46% des gains de la loi de finances va aller à 10% des ménages les plus riches. Donc comme ça, c'est clair. Et tout ce qui va plutôt dans le sens du pouvoir d'achat et du social est différé, étalé dans le temps, tout au long du quinquennat. Donc là, ce qu'on entend très clairement, c'est la voix de gauche de La République En Marche. Je trouve, moi, de manière très light, parce que cette histoire de yacht et de... Enfin, ça a quand même poussé... Gérald Darmanin a tweeté hier pour essayer de désamorcer un petit peu la polémique auprès de ces députés, de plus en plus mécontents. Si les parlementaires veulent alourdir les taxes existantes sur les yachts ou les voitures de luxe, nous y sommes ouverts avec Bruno Le Maire. C'est bien la preuve que c'est un gadget. Il lâche tout de suite. C'est bien la preuve qu'on est de l'ordre du symbole et que ça ne change rien au fond de l'affaire. Et c'est la preuve qu'ils ont absolument besoin quand même de ces députés. Absolument. Pierre Dumazeau. Bah oui, absolument. Ils en ont besoin et on voit bien le message envoyé derrière le tweet de Gérald Darmanin, c'est on va calmer les choses, pas question de montrer l'image désastreuse d'une division alors qu'on sait que les réformes d'Emmanuel Macron sont contestées, on sait que le climat social est tendu. Oui, mais on pensait que ces députés La République En Marche allaient être acquis à la cause d'Emmanuel Macron. On disait, il y a une sorte de culte du chef, ils sont en admiration, ils vont dire amen à tout ce qui... Oui, mais en fait, c'est pas le cas du tout. On entend des députés qui... On dit amen, effectivement, tant qu'on rentre pas trop dans le vif, tant que c'est l'été, qu'on découvre l'Assemblée nationale, etc. Mais à un moment donné, ces gens-là, ils ont bien une histoire personnelle. Donc quand ça heurte, et quand le député qui n'a jamais été politicien avant, dit « mince, moi je suis payé pour siéger et pour défendre des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, je n'ai pas signé pour ça ». C'est tout simplement ça, parce que En Marche, c'est pas un groupe uniforme soudé autour d'une idéologie extrêmement claire. C'est un amas de personnes, de sensibilités parfois plus à gauche sur certains sujets, mais parfois plus à droite sur certains sujets. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de rassurant difficile, finalement ? Parce qu'on a parlé de cette vague En Marche, de cette déferlante En Marche presque antidémocratique finalement. Mais ce qui on a des députés qui s'expriment. Mais ce qui est rassurant, c'est que les députés, certains, pas tous, mais certains députés En Marche ont compris qu'ils pouvaient exister par eux-mêmes. C'est ça qui est rassurant. C'est que l'espèce de bloc uniforme, mutique dans la salle des 4 colonnes et tous derrière Emmanuel Macron, eh bien, on se rend compte, non mais tout simplement, certains c'était temporaire et certains ont compris qu'ils pouvaient s'émanciper et prendre leur indépendance. Peut-être qu'ils ont moins peur aujourd'hui d'éventuelles sanctions. Il y a ça aussi qui joue. Peut-être qu'ils ont moins peur et qu'ils se disent parlementaire, 5 ans, c'est peut-être un peu long. Si maintenant il m'arrive quelque chose, tant pis, je reviendrai à ma vie d'avant. C'est aussi une réflexion qui, chez certains parlementaires En Marche, fait son chemin. Oui, je crois beaucoup à la courbe d'expérience. On l'a dit dès le début, ici aussi, je crois. C'était normal. Ces députés étaient novices, néophytes. Ils ont découvert, ils sont en train d'apprendre. Et on est face à une majorité qui nous a promis à nous et qui s'est promise à elle-même de prendre le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite. On peut supposer que ça n'a pas fini de discuter pour savoir quel est le meilleur des deux côtés. Alors il y a une autre grogne qui pourrait impacter indirectement l'exécutif cette fois, c'est celle qui monte au sein de Force ouvrière. Vous allez comprendre, la base contre son leader, Jean-Claude Mailly, obligé de lâcher du lest tout à l'heure, ce lundi même, il confirme la tenue d'une journée de mobilisation. Il n'était pas vraiment pour au départ, il était plutôt favorable à la loi travail
travail d'Emmanuel Macron. Et un peu plus tôt, il assurait qu'il ne démissionnerait pas. Écoutez. Je n'ai pas du tout l'intention de démissionner. Maintenant que la situation économique et sociale fait que les militantes et les militants de FO considèrent que la situation est sérieuse entre les ordonnances sur le code du travail, l'APL, la CSG, les retraites. Donc ça veut dire que les militants de FO considèrent qu'il faut un peu monter le ton. Ils demandent à la Confédération de lever le ton, et ce que je ferai dans les semaines à venir. Et il l'a même fait dans les heures qui suivaient cette interview, puisqu'il a donc annoncé cette journée de mobilisation alors qu'il était plutôt contre au départ. Il est gravement contesté, Jean-Claude Mailly, là, du côté de Force ouvrière. Dès le départ, il avait choisi un positionnement. Je pense que c'était d'ailleurs assez voulu par Muriel Pénicaud et puis le gouvernement, qui était très antinomique avec la base. On avait dès le départ sur les ordonnances une CFDT d'ordinaire constructive qui n'avait eu gain de cause sur rien et qui du coup était pas mal dans la contestation, et FO qui avait demandé, obtenu. Du coup, son leader était mal à l'aise, qu'on comprend, pour dire qu'il n'était pas d'accord. Donc il y avait eu de l'habileté politique du gouvernement pour cornériser chacun des deux syndicats, considérant que CGT, de toute manière, c'était pas négociable. C'était perdu. Mais Jean-Claude Mailly se trouve dépassé par sa base, qui lui rappelle le Son positionnement rôle historique du syndicat, qui n'est pas, on peut le déplorer ou pas, mais qui n'est pas d'être dans la construction et en gros d'être d'accord avec le gouvernement, et il en a pris acte. Il a dit qu'il ne démissionnerait pas pour la simple et bonne raison qu'il a donné raison à la base et qu'il a dit ok, vous êtes majoritaire, on va faire ce que vous dites. Donc c'est assez logique. Pierre Dumazeau ? Oui, effectivement, en situation un petit peu, pas compliquée, mais je dirais embarrassante pour Jean-Claude Mailly. On peut lui reconnaître qu'il a entendu sa base. On peut lui reconnaître aussi qu'il avait tellement pas envie de démissionner qu'il a un peu lâché du lest, peut-être même sur ce qu'il pense intérieurement, et ça c'est mon avis tout personnel, mais je pense qu'effectivement on se renie un petit peu pour essayer de créer un consensus. Mais au-delà de ça, on a vu dès le départ, sur la loi travail par exemple, on a vu qu'il n'y avait pas vraiment de consensus syndical, de gros blocs syndical de manifestation. C'est une des rares fois où ils ne se sont pas entendus, ils ne se sont pas mis d'accord pour une journée d'action. Donc les bases sont différentes. On a l'impression qu'il faut effectivement de temps en temps un peu plus écouter cette base, qu'elle soit syndicale ou même politique. Est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron est en train de perdre un allié potentiel, un allié de poids au sein des syndicats ? Je pense que... Pas sur le fond, parce que effectivement, comme vous le dites, il est peut-être profondément d'accord avec Emmanuel Macron, mais obligé, forcé par sa base d'organiser cette journée de mobilisation, est-ce qu'Emmanuel Macron est en train de le perdre ? J'ai l'impression, il faudra voir, parce que tout ça est frais, ça date d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est face à une réaction de la base. Je partage l'avis de Pierre. Je ne pense pas que Jean-Claude Mailly ait changé d'avis, donc il donne un gage à sa base, mais de toute manière, les choses sont actées. Je ne peux pas penser que FO était l'allié du gouvernement. Il avait eu gain de cause sur un certain nombre de sujets. C'est la raison pour laquelle, sur ce sujet-là, il n'avait pas, sur le sujet de la loi travail, il n'était pas dans la contestation. C'était logique. Mais on n'a jamais eu le sentiment que Jean-Claude Mailly allait être l'allié de Macron pour le temps du quinquennat. Il y a eu quelques discussions houleuses lors des réunions de Force ouvrière, disant tu vas trop du côté d'Emmanuel Macron. Oui, mais sur cette fois-ci, à moins que Jean-Claude Mailly ait envisagé de changer tout le positionnement de Force ouvrière historique, ça n'est pas, en effet, c'est bien ce que vient de lui rappeler la base d'ailleurs. Donc je ne crois pas que c'était un allié conjoncturel pour cette loi-là. Évidemment, ça n'est pas de bon augure si, en effet, à chaque fois qu'il arrive à mettre un syndicat de son côté, si celui-ci est dépassé par la base, ça n'est pas de bon augure pour Emmanuel Macron. Mais je crois qu'on était plutôt dans l'habileté de la manœuvre que dans la construction d'un bloc qui était censé tenir sur 5 ans. Donc Pierre Dumazeau, c'est pas dangereux pour Emmanuel Macron ? Ça aurait forcément fait les affaires d'Emmanuel Macron que Jean-Claude Mailly marche main dans la main avec lui, sauf qu'effectivement, derrière Jean-Claude Mailly, il y a une base, il y a toute l'histoire de Force ouvrière, et je pense que là, Emmanuel Macron aurait voulu faire
un coût politique plus qu'une construction sur le long terme. Il s'avère qu'on ne peut pas gagner à chaque fois, et là, la base a bien rappelé à Jean-Claude Mailly qu'il fallait... Mais le coup est fait de toute manière, parce que les ordonnances sont parties, donc là, on est plus dans le positionnement que dans la contestation pure et dure. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. On vous retrouvera très certainement dans On va plus loin bientôt. Place à l'entretien. Nous recevons ce soir Benoît Pellistrandi, historien spécialiste de l'Espagne. Nous revenons évidemment sur la crise catalane au lendemain d'un référendum assez durement réprimé par Madrid, on peut le dire. Jusqu'où cela peut-il aller? On voit cela juste après ce sujet d'Héloïse Grégoire. Désormais en Espagne, il y aura un avant et un après le scrutin du 1er octobre. Au lendemain de la large victoire du oui au référendum d'autodétermination de la Catalogne, Madrid et Barcelone plongent dans l'inconnu et la situation est actuellement confuse. Hier, le Premier ministre espagnol a nié le scrutin et dénonce une mise en scène au mépris de la loi. De son côté, le chef du gouvernement catalan, Carles Puigdemont, veut enclencher le processus d'indépendance de la région. À l'heure actuelle, un scénario se dessine, celui de la contestation. L'intensité des violences et la force des images ont fait le tour du monde. Le séparatisme peut donc jouer la carte de la mobilisation. En Catalogne, la contre-attaque se prépare. Une quarantaine d'organisations syndicales ont lancé un appel à la grève générale dès demain. Le séparatiste Carles Puigdemont demande une médiation internationale. Pour l'heure, la Commission européenne en appelle au dialogue et dénonce l'usage de la violence. De son côté, après 24 heures de silence, Emmanuel Macron a affirmé son soutien à Mariano Rajoy. Le président français confirme son attachement à l'unité constitutionnelle du pays, sans toutefois évoquer les violences policières. Et pour cet entretien, nous recevons Benoît Pellistrandi. Bonsoir. Vous êtes historien spécialiste de l'Espagne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais qu'on reprenne un petit peu de recul sur ce dossier, et notamment grâce à votre regard historique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la Catalogne veut se détacher de l'Espagne absolument? Alors, veut se détacher absolument, là on est dans une histoire plus courte, c'est-à-dire à peu près depuis 2010-2012, une sorte de ce que certains journalistes espagnols appellent une inflammation catalane, et pour ma part, je n'hésiterai pas à parler même de pathologie sociale, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très curieux qui est en train de se passer en Catalogne, et qui vient d'abord d'une recomposition des forces politiques en Catalogne. Ça, il faut vraiment avoir conscience de ça. Le Parti socialiste, qui était toujours très fort, s'est effondré. Et le Parti socialiste était l'un des bras d'articulation entre la Catalogne et le niveau national. Juste un chiffre pour éclairer les téléspectateurs. En 2008, aux élections législatives de l'ensemble de l'Espagne, les socialistes obtiennent 25 des 47 sièges que la Catalogne envoie à Madrid. 2016, 7. Donc on prend la mesure de ce qui s'est passé. Du coup, d'autres forces sont arrivées sur le devant de la scène. Et des forces plus indépendantistes. Alors, et puis des forces plus indépendantistes, et notamment un petit parti, la CUP, la candidature d'unité populaire, qui est un parti radical d'extrême gauche et tout à fait indépendantiste, et qui sert d'aiguillon à cette énorme majorité parlementaire, enfin cette coalition des deux nationalismes historiques, le nationalisme de centre-droit, qui a gouverné la Catalogne pendant très longtemps, autour de Jordi Pujol, puis d'Artur Mas, et puis le nationalisme de gauche républicaine, Esquerra Republicana de Catalunya, qui lui avait gouverné en alliance avec le Parti socialiste entre 2003 et 2010. Et puis, ils ont embrassé ensemble la cause indépendantiste pour essayer de peser face à Madrid. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la construction du bras de fer, finalement, la cause indépendantiste est devenue un but en soi, alors qu'au départ, elle était plus, pour certains, un instrument de la négociation. Alors, a priori, le président catalan, Carles Puigdemont, va la proclamer, cette indépendance de la Catalogne, de façon unilatérale. Comment ça va se matérialiser? Est-ce qu'il va y avoir une instauration de frontières, très concrètement? Très concrètement, d'abord, il y a une session parlementaire mercredi prochain. Et au cours de cette session parlementaire, le gouvernement catalan informera des résultats du référendum. Et puis, on pense... Ce n'est pas encore confirmé, mais on pense que la proclamation unilatérale interviendra le 6 octobre. Mais pour vous, elle aura lieu? Alors, le 6 octobre, parce que c'est le souvenir d'une première déclaration d'indépendance, le 6 octobre 1934. Et le nationalisme catalan, comme d'ailleurs tous les nationalismes, est imbibé d'histoire et de mémoire historique signifiante d'ailleurs. Attention, quand je dis ça, je ne veux pas dire qu'elle n'a pas un sens. Alors, elle aura lieu sans aucun doute, parce que je vois mal comment en 5 jours les choses pourraient changer. Il y a une sorte de montée aux extrêmes, et la logique veut qu'on a jusqu'à cette déclaration d'indépendance. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passera? Strictement rien. Et en réalité, il y aura ensuite une riposte du côté madrilène, parce que l'article 155 de la Constitution permet de constater qu'une autorité
d'une communauté autonome est hors du jeu constitutionnel. Et donc à ce moment-là, vous faites un débat au Sénat, il y a un vote à la majorité absolue, et si le vote est positif, l'autonomie de la Catalogne sera suspendue. Ça veut dire à ce moment-là qu'on passe dans un gouvernement direct depuis Madrid. Si on en arrivait là, ce serait extraordinairement grave, mais le gouvernement de Madrid le ferait pour convoquer de nouvelles élections régionales. Mais ça voudrait dire à ce moment-là que toute la classe politique catalane, notamment le gouvernement, serait invalidé juridiquement. Donc, il y a une solution, j'allais dire, sur le plan constitutionnel, mais sur le plan politique, la situation est vraiment de l'ordre de l'impasse. À la lueur des violences auxquelles on a assisté hier, tout le monde se demande si ça peut déboucher sur un conflit armé. Non, sans doute pas, parce que les conditions ne sont plus tout à fait les mêmes et parce que nous avons perdu, fort heureusement, l'habitude de la violence en politique. Et puis parce que ce sont des sociétés prospères. Je dirais, quand on n'a plus que la vie à perdre, on peut la perdre. C'est l'historien qui parle avec beaucoup de nuances. Enfin, il faut mettre tous les guillemets nécessaires. Ce sont des sociétés prospères. En revanche, je pense qu'on a déversé tellement de discours, de haine, de violence, en termes on a créé un passif. Ennemis, voilà, on a créé un passif, on a créé véritablement... Alors, ce qui vient de se greffer en plus sur une mémoire catalane qui est très vive, et qui remonte jusqu'au XVIIe siècle, que tous les éléments sont réunis pour un conflit civil, et qui aujourd'hui prend la forme d'un conflit politique, mais qui, si par malheur, des incidents se multipliaient, pourraient à ce moment-là déboucher sur un conflit beaucoup plus violent. Comment vous expliquez qu'on ait pu voter en Écosse pour une indépendance, qu'on ait pu voter pour le Brexit en Angleterre et que ce soit passé de manière démocratique, relativement sereinement, et qu'en Espagne, il y ait ce vote, ce référendum pour une indépendance et que ça tourne aux violences auxquelles on a assisté hier? Pour une raison très simple. N'oublions pas, la Grande-Bretagne n'a pas de constitution. Donc vous pouvez négocier. Et c'est ce qui s'est passé pour le référendum de la Catalogne, de l'Écosse et Londres. C'était un accord entre Londres et Édimbourg. Donc c'est lié au système qui sont différents. C'est lié au système. Mais est-ce que l'Espagne n'a pas par ailleurs un problème avec la démocratie? Est-ce que c'est une question, mais est-ce qu'il peut y avoir eu un problème de transition entre le régime franquiste et Aucun. Ceux qui disent ça sont vraiment des gens qui veulent masquer leur projet révolutionnaire derrière une critique de la transition en essayant de faire croire que l'Espagne est encore prisonnière d'un certain nombre de forces franquistes. Mais ça se dit, certains le disent. Oui, mais vraiment, je vous dis, ça vraiment, on peut l'argumenter historiquement de manière par rapport à une étude politique très précise, sociale. Non, vraiment, je crois que ce n'est pas un argument sérieux. En revanche, il est clair qu'il y a une unité nationale espagnole et que c'est quelque chose d'extrêmement profond, d'extrêmement puissant. Le souverain, c'est le peuple espagnol. Et il n'existe pas de peuple catalan au regard de la loi. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas sentimentalement, culturellement, et très enraciné. Mais au regard de la loi, ne peuvent voter que des citoyens espagnols. Et la raison pour laquelle il n'a pas pu y avoir de référendum, c'est que si référendum il devait y avoir, il devrait être à l'échelle nationale. Et les Catalans ne veulent pas, en tout cas les autorités catalanes actuelles ne veulent pas d'un référendum à l'échelle nationale. Ils ont d'ailleurs raison. Et le gouvernement de Madrid a raison aussi, parce qu'on pourrait très bien se trouver dans un cas de figure encore plus inextricable, où vous auriez une majorité favorable à l'indépendance de la Catalogne en dehors de Catalogne, et en Catalogne une majorité favorable au maintien de la Catalogne dans l'Espagne. Que faites-vous une fois que vous avez la photo de cette division entre la Catalogne et le reste de l'Espagne? Carl Puigdemont demande une médiation internationale, une médiation européenne. Est-ce que Bruxelles peut jouer un rôle? Est-ce que la France peut jouer un rôle? On a vu l'ONU s'exprimer aussi sur le dossier. Non, parce que nous sommes face à un pays souverain et qui a des institutions démocratiques. Nous ne sommes pas du tout... le référendum d'hier ne cherchait pas à gagner des libertés supplémentaires. Au contraire, il les a sans doute piétinées. Car, rappelons-le, encore 35 élections libres en Catalogne depuis 1977 et 3 référendums sur le statut de la Catalogne. Mais il y a bien des jeux de pression possibles de la part des autres pays. Il y a sans doute des jeux de conseil parce que tout simplement, on s'inquiète. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la crise qui est en train de vivre l'Espagne est beaucoup plus grave encore que celle du 23 février 1981. Et je ne suis pas loin de penser que nous sommes dans une crise historique d'aussi grave intensité que celle qui a précédé la guerre civile. Je ne veux pas dire que nous allons vers la guerre civile, mais nous sommes dans une crise politique extrêmement grave. Donc la difficulté, c'est qu'une médiation internationale, vous le faites quand vous avez un conflit entre deux États souverains ou entre une population qui est ouvertement opprimée et pour lequel l'ONU
à poser des critères. Rien de tout cela ne correspond à la situation catalane. Ça veut dire que personne ne peut s'en mêler? Alors, personne ne peut s'en mêler. Il y a une opinion publique mondiale, naturellement. Il y a des avis qui circulent, beaucoup d'avis qui circulent. Mais en réalité, la solution, la clé, elle est dans le dialogue politique entre les forces politiques espagnoles. Et l'extrême difficulté, c'est que vous avez un gouvernement catalan qui s'est mis hors du jeu constitutionnel et qui veut aller encore plus loin. Donc, le gouvernement de Mariano Rajoy est condamné à faire respecter non seulement la lettre de la Constitution, mais l'esprit de la Constitution. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il a le soutien des socialistes espagnols et du parti centriste, alors même que Pedro Sánchez a bien dit qu'il ne partageait pas les options politiques de Mariano Rajoy. Donc il y a un consensus des forces constitutionnalistes sur ce point. Merci infiniment Benoît Pellistrandi d'avoir été notre invité, de nous avoir éclairé sur ce débat. C'est la fin d'On va plus loin. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur Public Sénat. Ne manquez pas l'invité de Territoire d'Info. Il s'agit d'Hervé Marseille, président du groupe Union Centriste au Sénat, sénateur lui-même des Hauts-de-Seine. En attendant, passez une très belle soirée. Restez au cœur du débat.